Bonjour Yves. Bonjour Ravi Laurence. de te retrouver pour le troisième volet de ces entretiens. Et donc, alors tu as couvert l'actualité astrologique des années 1965 jusqu'à 2000. Donc tu as bien connu André Barbeau, Jean-Pierre Nicolas et tant d'autres astrologues avec lesquels tu as organisé des congrès. Tu as été professeur à l'Agapé, donc tu connais très bien l'astropsychologie. Voilà, tous les courants modernes, l'astrologie karmique, humaniste, tu as des notions, je le sais. Mais une de tes particularités, c'est que tu t'es beaucoup intéressé à l'astrologie ancienne. Exactement. Et notamment, tu es un fin connaisseur de l'œuvre de Ptolémée. Eh oui. Et j'aurais aimé que tu nous en parles aujourd'hui. Alors, Ptolémée, je l'ai découvert en 1974. Ah oui. Il y a ce livre qui est sorti et j'ai beaucoup aimé le livre 1 que j'ai compris assez vite. C'est un livre en 4 parties. Première partie, c'est les notions générales. Deuxième partie, l'astrologie mondiale. Troisième et quatrième partie, l'astrologie individuelle. Mais pourquoi est-ce qu'il a subdivisé l'astrologie individuelle, qu'on appelle génétliaque souvent, mais bon, c'est un mot un peu compliqué. Alors l'astrologie individuelle, le troisième livre, c'est consacré à ce qui est essentiel, c'est-à-dire le tempérament, l'âme, tout ce qui est lié aussi aux parents, tout ce qui ne peut pas ne pas être. Le quatrième livre, c'est consacré à... L'immuable, quelque part. Voilà, le troisième livre, c'est ce qui est immuable. Le quatrième livre, c'est ce que les anciens appelaient ce qui est accidentel, ce qui peut ne pas être, ce qui peut... donc ça va concerner la vie professionnelle, la vie affective, les voyages. On a forcément un caractère, mais bon, on n'est pas forcément d'avoir une vie affective, on n'est pas forcé de travailler, etc. Donc, c'est déjà une base philosophique presque, la conception de cet ouvrage. Voilà. Donc, je comprenais le premier livre, parce que c'était des notions... Et c'est quoi, ce sont des fondements philosophiques? C'est les planètes, non, c'était les planètes, les signes, les aspects. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait justement Ptolémée qui montrait le lien entre planètes, signes et puis aspects. Par exemple, Saturne, Capricorne, Verseau, opposition. Et puis après, Jupiter, Sagittaire, Poisson, Trigone. J'avais jamais vu ça dans les bouquins d'astrologie. Je me suis dit, Ptolémée, il y a des choses. Oui, alors qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le courant humaniste, je crois, a beaucoup repris ces notions. Tout le monde. Et puis, tout le monde a repris la cohérence. Avant, bon, c'était dit, mais par bribes. Là, je trouvais qu'il y a un lien. Donc, le premier livre, je comprenais, mais les autres livres... Alors, mon prof de l'époque, Jean-Pierre Nicolas, disait les 3 livres, vous les mettez à la poubelle. Il n'y a que le premier d'intéressant, parce qu'il développe l'astrologie, justement, conditionnaliste. Mais moi, ça ne me satisfaisait pas. Donc, un jour, j'ai eu la chance de tomber sur cet ouvrage, qui est un peu un ouvrage pour spécialistes. C'est Ptolémée, à la fois en anglais et en grec. Alors bon, moi, j'ai la chance de connaître le grec. Donc, ça m'intéressait d'aller voir derrière les mots que je connaissais, quel était le mot grec. Et puis, des fois, c'est passionnant, parce que, par exemple, le mot aspect, en grec, c'est schéma. Schéma, ça veut dire shem, ça veut dire configuration. Donc, pour les Grecs, l'aspect, c'était un carré, c'était un triangle, c'était ce qu'ils appelaient un diamètre. L'opposition, en grec, c'est diamètre. Pour moi, ça avait une autre consonance, c'était plus riche. C'est intéressant d'ailleurs, effectivement, on retrouve... voilà, alors pourquoi est-ce que nous, on a le mot aspect? C'est intéressant, parce que quand tu traduis schéma en latin, ça se traduit par aspectus. D'accord. Mais aspectus, si tu le traduis en français, normalement, tu devrais le traduire par regard. C'est ce que traduisent certains ouvrages. Par exemple, dans cet ouvrage-là, eh bien, vous avez la traduction du mot regard. Oui, les planètes se regardent entre elles, c'est ça? Voilà. Alors nous, quand on a le mot aspect, on a perdu aussi bien la notion de regard que la notion de configuration.
Donc, de géométrie. Le côté géométrique, qui était typique de l'astrologie ancienne. Donc, le fait justement d'avoir la version grecque, ça m'avait déjà beaucoup apporté. Donc ça a été ma deuxième trouvaille. Bon, là, ça avait été une traduction en français qui était la première traduction, mais elle était traduite du latin. Mais c'était l'original, parce que celui que j'avais trouvé en 1974, c'était, je dirais, une mise en bon français de cet ouvrage-là. D'accord. Mais bon, cet ouvrage-là, pour moi, il était mieux. Alors, c'était Denis Labouret qui avait fait un fac-similé de cet ouvrage. Donc là, c'est 1640. Donc, il faut connaître un peu le style de Rabelais, de Corneille. Mais bon, ouais, ça doit pas être quand on est un peu habitué, ça se lit bien. Mais c'est normal que pour le public français, il fallait remettre ça un peu à jour. Mais moi, j'aimais bien ça parce qu'il y avait en plus des notes. Il y avait des... des commentaires. Il y avait déjà des commentaires sur cet ouvrage-là. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à trouver des petites choses intéressantes, etc. Les commentaires, c'est qui? C'est le traducteur qui les a... Oui, c'était le traducteur qui rajoutait. Mais bon, la fameuse version de... Il pouvait les reprendre du latin, parce que cet ouvrage-là était traduit du latin. Et ce qui s'est passé pour moi de formidable, c'est que, on va dire, l'année 2000, ça a été un tournant. J'avais eu 1989 un grand tournant, et puis 2000, c'était la fin de mes congrès sur les planètes. C'est là où j'ai pris la décision de continuer sur les signes. En 2000, j'ai organisé une conférence sur les signes fixes. Mais à cette époque-là, j'ai eu la chance que Lynn Bell indique à un de ses amis, qui était helléniste, que je m'intéressais déjà à l'astrologie ancienne. Et cet helléniste qui avait, lui, l'idée de traduire Ptolémée directement du grec, ce qui n'avait jamais été fait. Donc, moi, ça m'a passionné. Je me suis dit, comme je connaissais le grec, travailler avec un vrai spécialiste qui a envie de traduire Ptolémée directement du grec, alors que jusqu'à présent, il y avait eu le grec. Du latin. Le grec, non. Il était passé en syriaque. Ah oui. Il était passé en arabe. Il était passé en latin. Et après, il arrivait en français. Oui, ça fait du téléphone arabe. Exactement. Donc, il y avait eu quand même de la perte en ligne. Et les philologues avaient réalisé un très bon travail, parce que nous, on a la chance qu'en France et en Belgique, il y a eu des chercheurs qui n'étaient pas astrologues, mais qui étaient des philologues, qui ont repris tous les manuscrits qui parlaient d'astrologie, tous les manuscrits grecs qui parlaient d'astrologie. Donc, il y a eu une première édition de Ptolémée. Et puis, comme on découvrait encore d'autres manuscrits, il y a eu en 1998 une deuxième édition du texte grec. Quand on dit édition chez les chercheurs, c'est qu'on vous met le texte et puis on vous met en note de bas de page dans tel manuscrit, il y a telle variante, etc. Donc, en 1998, on avait vraiment le must, le texte le plus intéressant pour pouvoir faire des traductions. Donc j'arrivais à cette période où Pascal Charvet me propose de l'aider, parce que lui n'est pas astrologue. Lui, il s'entoure de spécialistes. Il lui fallait un astronome, il lui fallait un médecin, un spécialiste de la médecine grecque, il lui fallait un météorologue et il lui fallait un astrologue. Donc Lynn Bell m'a proposé. Et j'ai eu la chance de travailler... Moi qui commençais à étudier l'astrologie ancienne, avec Robert Hand à l'époque, davantage, les textes de Robert Hand, ce que je savais, je lui disais. Et puis, à la même époque, pour le congrès des signes fixes, comme j'avais un livre de Bezza en italien, mais j'avais vu quand même que c'était un livre sérieux, je me suis dit, il faut que je fasse venir ce spécialiste pour nous parler des signes fixes dans l'astrologie ancienne. D'accord, parce que oui, donc il y a les Américains se sont penchés depuis assez longtemps déjà. Alors, disons qu'à l'époque, Robert Hand, donc américain. Depuis 10 ans, depuis 92-93, les Américains
avaient rattrapé leur retard. Eux, ils n'avaient jamais traduit pratiquement les textes grecs d'astrologie, alors qu'en France, c'était fait par les philologues. Donc, eux, ils ont bénéficié du travail des philologues, hein, et puis ils se sont mis à traduire en anglais pratiquement tous les grands textes. Hein. Et puis, c'est arrivé quand même en Europe, c'est arrivé en France. Et moi, je ne connaissais pas Bezza à l'époque. Oui, parce qu'il y a tout ce courant aussi donc en Italie, grâce voilà. à Giuseppe Bezza. Oui, mais moi, je l'ai découvert après avoir découvert Robert Hahn. Donc, grâce à Robert Hahn, j'ai eu des premières informations sur ce qu'était l'astrologie ancienne, que j'ai communiqué justement à Pascal Charvet. Voilà. Mais cette année 2000, ça a été l'année où j'ai demandé à Bezza de faire une conférence. On m'avait dit, tu perds ton temps, jamais il acceptera de parler dans un congrès astrologique, parce que lui, il ne parle qu'à des spécialistes universitaires, etc. Bon. Quel est son... Il était historien avant d'être astrologue Ben non, moi, grâce à l'hommage que j'ai rendu, j'ai découvert qu'il n'avait jamais eu de formation universitaire. Ah bon Oui, il apprenait le latin et le grec en cours du soir avec des copains, presque pour s'amuser. Hein, mais bon, il a eu tout d'un coup la passion pour les textes grecs. Il a rencontré Volguine. Hein. Par Volguine, d'ailleurs, il s'est intéressé à l'astrologie. Et puis bon, il a vu que l'astrologie de Volguine, c'était pas ça. Et puis, donc c'est par amour de l'astrologie. Alors Volguine, qui était un astrologue quand même ouvert, hein, il publiait des textes anciens. Et ben, il s'est mis à s'intéresser à ces textes anciens. Et puis, il a creusé, et puis après, il s'est lancé dans des recherches. Mais comme c'est un vierge ascendant vierge, Saturne Lune à conjoint, bon, ben, il a une rigueur. Donc, finalement, même s'il n'était pas universitaire, il a adopté, je dirais, la méthodologie des universitaires. Hein, et alors, il a fait toutes les bibliothèques pour trouver tous les manuscrits, parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était non seulement ceux qui avaient été déjà découverts par les philologues, hein, mais lui, ce qui l'intéressait, c'était de découvrir ceux que n'avaient pas découvert les philologues. Et il en a trouvé dans différentes bibliothèques. Donc, en 2000, comme on me disait que je n'arriverais pas à l'avoir, ça t'a motivé. Ça m'a motivé. Hein, et quand je lui ai écrit, il ne m'a pas dit non. Et puis il m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Parce que je lui avais dit, c'est un congrès sur les signes fixes, est-ce que vous pouvez intervenir? Il m'a dit, quelle conférence vous voulez? Alors là, je me suis dit, il ne faut pas que je me loupe. Hein, je lui ai dit simplement, si vous pouvez me développer le mot fixe en grec, à partir du texte grec, quel est le terme grec pour dire fixe? Et puis, autour de ça, de dire des choses. Alors là, ça lui a plu, ça. En grec, on dit stéréos. Hein. La stéréophonie, c'est quelque chose de solide, de fixe. Parce que les Grecs, ils ne parlaient pas de signes fixes, hein, ils parlaient de signes solides. Hein, quand on a une musique en stéréo, bon, ben, là, elle est consistante. Hein. Alors donc, il nous a fait une belle conférence d'une bonne demi-heure, non seulement d'ailleurs autour des signes fixes, mais autour des signes cardinaux, les signes mutables qu'il appelait bicorporels, parce que les Grecs les appellent comme ça. Donc, là, je découvre vraiment quelqu'un. Là, je me dis, ce gars-là, hein, il connaît son affaire, parce qu'une demi-heure de conférence, que des choses nouvelles pour moi. Et je me suis dit, si c'est nouveau pour moi, c'est nouveau pour tout le monde. Ouais. Hein. Donc, dans ma tête, ce gars-là, s'il pouvait venir faire des séminaires en France, parce qu'il parlait bien français en plus, ce qui est rare, disons, les étrangers en général, les Anglais ou les Américains, ils ne parlent pas français. Hein. Mais lui, un Italien, bon, les Italiens de Milan, de certaines générations, on a de la chance, ils parlent bien français. Donc je me suis dit, ça serait bien. Et il se trouve hein, qu'au mois d'août, ou non, au mois de juillet 2000, je me trouve à Mykonos, en Grèce, à un congrès international d'astrologie. Et puis je parle à Joe Falisi hein, de ce rêve que j'ai, de faire venir Bezza. Il se trouve que Joe Falisi, c'est le plus grand ami de Bezza. Alors, il prend son téléphone. Giuseppe, j'ai le noble avec moi.
il voudrait que tu fasses un séminaire au mois de décembre, est-ce que c'est possible? Et puis j'ai directement Belza, il me dit oui, oui, oui. Bon, les étoiles étaient avec vous. Ah oui, avec toi, ce jour-là. sous le soleil de la Grèce. Ouais, Donc Belza était d'accord et il me dit ce qui serait bien, c'est d'accepter que je fasse un séminaire sur le texte de Ptolémée, sur l'âme, le chapitre de l'âme. Moi, peu importe ce qu'il me proposait, du moment qu'il venait. Donc, au mois de décembre, donc 6 mois plus tard, même pas, là, il y avait quand même une cinquantaine de personnes, parce que j'avais quand même fait une bonne pub. Et il nous a fait un séminaire absolument fabuleux. Tous ceux qui ont assisté à ce séminaire. Alors, en quelques mots, est-ce que... parce que la conception de l'âme chez Ptolémée, c'est une conception qui est en lien avec la philosophie. Donc, bon, il y a le chapitre sur le corps, comment on appelle, les significateurs du corps chez Ptolémée, c'est l'ascendant et la lune. Les significateurs de l'âme, toujours la lune et Mercure. Voilà. Donc, quand tu regroupes le corps et l'âme, parce que chez les anciens, ça faisait un ensemble, donc là, tu as un ternaire chez les anciens, chez Aristote, chez Platon, il y a toujours un ternaire. Et il se trouve que Mercure est la planète en rapport avec le côté rationnel, ce qui est spécifique de l'homme, parce que par exemple chez Aristote, il y a un côté que nous, on a en commun avec les plantes et les animaux. Les animaux, ils ont en commun avec les plantes. Et puis nous, on a la spécificité d'avoir à la fois des choses en commun avec les animaux et avec les plantes. Donc dans ce ternaire, on peut dire que le côté mercurien, ça représentait ce qui nous est spécifique. Alors pour moi, c'était complètement nouveau, ça. Pour moi, Mercure, c'était la communication, c'était le fripon divin, mais c'était pas, je dirais, le libre arbitre en quelque sorte. Parce que dans cette vision philosophique, Mercure, c'était justement la planète qui était convertible, qui était tantôt l'une chose, tantôt une autre, tantôt vers le bien, tantôt vers le mal. Oui, d'ailleurs, elle est difficile à classifier. Oui, mais justement, elle représentait notre capacité de choix. Alors pour moi, c'est c'est intéressant. Donc il y avait cette idée de libre arbitre. Tu irais jusque-là? Oui, oui, oui. Ouais. Donc pour moi, ça m'a vraiment fasciné. Donc à partir de là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait une dimension philosophique chez Ptolémée que j'avais complètement sous-estimée. Et puis, il nous donnait tous les commentaires de ce texte par les Grecs, par les Arabes. Donc, ce texte qui était dans le 3e livre, que j'avais jamais compris, tout d'un coup, ça y est, je commençais à en avoir des significations. Mais c'est vraiment parce qu'on a tendance à croire que l'astrologie ancienne était fataliste, était déterministe, et tu es en train de... Ah bah non, de me dire... Non, pas du tout. Non. Et puis, en fait, c'est là où j'ai découvert que l'astrologie de Ptolémée, j'allais dire, si on emploie un mot philosophique, elle était très phénoménologique. C'est-à-dire qu'elle partait de l'expérience du ciel. Donc, Ptolémée, qui a écrit le grand livre de l'astronomie qui s'appelle l'Almageste, donc Ptolémée connaissait parfaitement l'astronomie, et à partir du mouvement des astres, il était capable de prendre chaque mouvement, on peut prendre ça en détail sur un thème, pour la variété des choses qu'on observe, et après on les interprète, mais il faut d'abord les observer. Donc chez Ptolémée, il y avait une base mathématique, géométrique, astronomique. Voilà. Mais qui t'avait séduite aussi chez Jean-Pierre Nicolas. Qui m'a déjà séduit chez Jean-Pierre Nicolas, mais pour ça que Jean-Pierre Nicolas aimait aussi beaucoup Ptolémée, parce que là... on reconnaît le saturnien chez toi qui a besoin de... Ah bah oui, là on était vraiment dans le concret. Et puis il y avait une dimension philosophique. Moi j'ai toujours aimé la philosophie, je voulais être prof de philo au départ. Et puis il y avait même aussi une dimension, le lien avec la musique, parce que Ptolémée a écrit le grand livre sur la théorie musicale. Donc, oui, d'ailleurs, ce sera un sujet en soi aussi, on retrouve cette notion
d'aspects, Voilà, on ne peut pas comprendre le chapitre sur les aspects du premier livre sans la théorie musicale de Ptolémée. C'est lié. Donc, ce mois de décembre 2000, je découvre tout ça d'un coup. Et puis, je n'ai pas été le seul. Donc, on a été fascinés, un certain nombre, et on a voulu que Beza revienne. Et j'ai réussi que 6 mois plus tard, il revienne. Il nous a fait sur la synastrie. Voilà. Et là, on a découvert qu'il y avait un cours par correspondance. Donc les anciens pratiquaient la synastrie déjà? Oui. Donc Daniel G, après elle a suivi le cours par correspondance. Donc ce jour-là, il s'est déjà passé plein de choses. On a découvert qu'il y avait un logiciel aussi qui avait été fait par Beza. Donc j'avais pris goût. Et j'avais, en fait, pourquoi Beza est venu, je l'ai su après, c'est parce qu'il était en train de préparer une thèse d'astrologie. Il n'avait pas pu la faire en Italie, mais il avait trouvé un patron en France. Lequel patron, je lui ai fait parler à l'hommage du mois de juin. Donc, comme régulièrement il devait venir voir ce patron, nous on lui finançait ses voyages finalement. D'accord. Ptolémée, qu'est-ce que toi qui avais déjà une grande pratiqué l'astrologie, qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau de ta pratique quotidienne, je dirais? Enfin, est-ce que ça a remis en cause non, pas du tout. Non, parce que je dirais, je suis à 100% Barbeau, Nicolas, astropsycho, une astrologie déjà etc. ptolémaïque, on dit comme ça avec Non, pas du tout. L'astrologie moderne, elle n'a rien à voir. Ah bon? Non. Pourtant, je pensais que ça reprenait justement les 4 éléments, la croix. Oui, on parle de la croix de Ptolémée. Oui, mais avec des différences. Est-ce que tu peux nous en dire plus là, Oui, parce que par exemple, quand on dit que Mars est chaud, c'est pas du tout chez Ptolémée. Quand on dit que la Lune quand on dit que la Lune est froide, c'est pas du tout chez Ptolémée. Donc, dans le schéma de Claire Sant'Agostini, c'est faux de mettre la Lune dans le froid et Mars dans le chaud. Par rapport à Ptolémée, je parle. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de reprendre les choses à la source. Parce que quand on voit que Mars c'est le sec, que la Lune c'est l'humide, alors pourquoi la Lune d'un coup elle passe de l'humide au froid? C'est intéressant de savoir. Parce qu'elle passe sous l'horizon. Non, mais quelle est la culture? Oui. À partir de quand c'est passé de l'humide au froid? C'est la période arabe. Voilà. Et puis nous on est restés après, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, les traductions sont passées par l'arabe et le latin. Donc on a gardé la vision de la traduction de Ptolémée de l'arabe. Donc la Lune est froide. Donc il y a toute une dialectique actuellement. Soleil chaud, Lune froide. Mais chez Ptolémée, ça n'a rien à voir. Soleil chaud, Lune humide. Et oui, c'est vrai que Denis Labouré, il en parle d'ailleurs. Et les deux planètes bénéfiques, Jupiter et Vénus, c'est justement, quand on emploie le mot tempérament, qu'est-ce que c'est que le tempérament? C'est ce qui tempère. Krasis en grec, c'est le mélange. C'est le mélange ou la tempérance de quoi? Du chaud et de l'humide. C'est pas du chaud et du froid, c'est du chaud et de l'humide, du soleil et de la lune. Donc reprendre les choses à la source, ça peut des fois être très intéressant. En tout cas, moi j'ai jamais été le partisan d'une lune froide. D'accord, c'est la première fois que j'entends ça. Je préfère une lune humide. Voilà. Et Jean-Pierre Nicolas, lui, supportait pas non plus cette notion de la lune froide. Lui, dans son système, la lune, c'est la globalité. Elle n'a pas du tout ce côté froid. Donc il y a la croix de Ptolémée, mais qui a été revue et corrigée par les Arabes. Et puis, comme on verra peut-être ça tout à l'heure, mais comme l'astrologie moderne est plus liée à Morin de Villefranche, donc elle a gardé des choses de Morin de Villefranche, notamment ce côté lune froide et puis Mars chaud. Donc ça voudrait dire que oui, Morin de Villefranche a été influencé par les Arabes aussi? Oui, il a repris l'astrologie qu'il a trouvée, et qui avait été un peu déformée, effectivement. Lui, il continue, sur ce plan-là, il continue. Mais bon, si on revient à Ptolémée lui-même,
Pour moi, ce qui est important, c'est ce côté, j'allais dire, phénoménologique. Donc je crois le mieux pour moi, c'est que je vous montre sur un thème. Oui. C'est une personne grâce à qui j'ai découvert beaucoup de choses sur les cycles, mais bon, pour prendre un thème d'exemple, chez les anciens, première chose qui se pose comme question, est-ce que la personne est née le jour ou la nuit. Ouais. Thème diurne ou nocturne. Ça a complètement disparu. Ouais. François Villet en parlait un petit peu. Oui, mais tu prends 90% des astrologues, c'est vrai. Ils ne vont pas se poser la question. Du reste, maintenant, les gens, ils naissent le jour maintenant. Oui, parce que les médecins programment la nuit, ils dorment. Voilà. Donc maintenant, on est plus sur une dialectique masculin-féminin. Alors que les anciens, la grande dialectique, c'était diurne, nocturne. Et donc, les maîtrises n'étaient pas les mêmes ? Si. Au contraire, c'est eux qui ont inventé les maîtrises. Non, parce que François Villet parlait souvent de maîtrise diurne et de maîtrise nocturne. Alors, oui, mais bon, ça c'est apparu plus ou moins après. D'accord. Oui, donc c'était certaines planètes qui étaient... c'est-à-dire chaque planète avait 2 signes. Donc, Mars en Scorpion et Mars en Bélier, si tu veux. Mais tu ne peux pas dire que l'un est diurne et l'autre est nocturne. Donc, première grande différence, diurne-nocturne. Donc sur ce thème, la personne elle est née avec le soleil en Poisson, mais la nuit. Donc pour les anciens, c'était très important de faire cette différence, parce que les planètes diurnes, c'était Soleil, Jupiter, Saturne. Les planètes nocturnes, Lune, Vénus, Mars. Voilà. Donc après, ils allaient pouvoir justement voir si les planètes étaient bien positionnées par rapport à cette conception de diurne, nocturne. Donc pour que je comprenne bien, il était plus favorable, entre guillemets, d'avoir le Soleil, Jupiter et Saturne au-dessus de l'horizon et Lune, Vénus, Mars en dessous, d'accord. Donc si tu nais le jour, c'est bien qu'il y ait en même temps Jupiter, Saturne. Oui. Alors, juste une petite parenthèse, parce que je me suis pas mal interrogée de savoir pourquoi Saturne, qui paraît un astre plus nocturne, faisait partie des planètes diurnes. Et en fait, j'en suis venue à la conclusion peut-être qu'il tempérait justement un petit peu le Soleil et Jupiter. Tu as tout compris. Et pareil pour Mars. Chez Ptolémée, s'il fallait garder un seul concept de Ptolémée, l'équilibre. Oui, c'est ça. Donc le jour, c'est le Soleil. Tu as Jupiter qui, lui, je dirais, est capable d'amplifier le Soleil, tu vois. Et puis tu as Saturne qui cadre, tu vois, qui met des limites, tu vois. L'expansion de Jupiter, il ne faut pas qu'elle soit excessive. Voilà, il faut qu'elle soit freinée par Saturne. Elle est freinée par Saturne, si tu veux. Alors, si tu regardes les planètes nocturnes, tu as la Lune, la réceptivité, la sensibilité, etc. C'est amplifié par Vénus, c'est affiné par Vénus, mais il ne faut pas aller non plus trop... Oui, sinon... Et tu as Mars, tu vois. Si tu vas trop dans Lune-Vénus, tu es dans la dépendance, tu es dans la symbiose, dans la fusion. Trop humide, justement. Tu es trop humide, voilà. tu vois. Et il faut un petit peu de sec. Et Mars, justement... je dis souvent, c'est un peu le garde du corps, si tu veux, il protège. En fait, c'est ça. La planète maléfique, comme on l'a appelée, c'était plutôt la planète qui protégeait en même temps, tu vois, qui rééquilibrait. Ça, tu vois. Oui, parce qu'on a toujours entendu dire que Mars et Saturne étaient les grands maléfiques. Finalement, ils ont leur rôle de... Oui, il y a eu un congrès qui a été consacré à Mars et Saturne par le RAO à une époque. J'avais développé tout ce que je viens de dire, et j'avais pris l'exemple d'Annick de Souzenel, parce qu'elle est très Mars-Saturne, et justement, elle a montré l'importance de ce qui est pas encore développé. Tu vois. Elle ne parle jamais de bien et de mal. Elle dit ce qui est actualisé et ce qui n'est pas encore actualisé. Et je pense donc il n'y a pas de bénéfique, de maléfique. Il n'y a pas dans l'optique des anciens, quand on comprend vraiment les textes, toi, quand tu te plonges dans les textes, tu te rends compte que justement Mars et Saturne, ils avaient un rôle. Un rôle Après, il y a eu des commentaires, le Centiloque, à un moment donné, on dit que Mars et Saturne sont des planètes pharmakos.
Pharmakos, je sais pas, pharmacie, ça doit soigner, non Il y a deux traductions de pharmakos. Hein. C'est poison et remède. Donc tu vois, les mêmes Mars-Saturne, si c'est excessif, ça fait du poison. Le poison. Mais bien dosé, Voilà. il joue comme remède. Voilà. Donc les anciens, ils avaient cette notion que Mars et Saturne pouvaient aussi être des remèdes. Tu vois. Donc comme tu dis, ils remédient à l'excès de Jupiter ou de Vénus. Donc à la limite, il vaut mieux avoir un bon Jupiter et un bon Saturne, parce qu'à ce moment-là, ça s'équilibre. Chez Ptolémée, on ne peut pas comprendre si on n'a pas cette notion de l'équilibre. Il parle toujours du plus et du moins. C'est assez taoïste finalement. Ah bah oui. Donc, alors l'astrologie ancienne, justement, elle a une vision très globale. Hein. On pourrait même dessiner, hein, tu mets Mercure, clé de voûte, hein, Mercure qui se subdivise entre côté Lune, côté Soleil, nocturne, diurne. Tu vois. Donc là, tu as une sorte de triangle, Mercure, Lune, Soleil. Et puis après, hein, ce qu'on vient de voir, le Soleil se subdivise Jupiter, Saturne, et la Lune, Vénus, Mars. Donc tu as tes 7 planètes qui sont dans un grand triangle en quelque sorte. Hein. Donc, et Mercure qui fait la jonction. Nous maintenant on est dans une astrologie qui a explosé, tu vois, on est passé à 10 planètes, maintenant on rajoute les astéroïdes, etc. On va vers une multiplication. Ouais, alors que les anciens, autour du 7, ils avaient quelque chose, si tu veux, hein, de très structuré. Et puis après, le rapport du 7 avec les 12 signes, tu vois, les 2 luminaires, et puis chacune des planètes qui fait Mercure, Vénus, d'un côté et de l'autre. Ouais. Donc, alors, si je continue ma phénoménologie, tu vois, hein, après, tu peux voir si les planètes sont rapides ou lentes. Mais rapides ou lentes, ce n'est pas dans le sens que tu crois. Hein, par exemple, la Lune. Oui, 28 jours, 27 jours. Oui, mais d'un jour sur l'autre. Ah oui, elle a un pas et qui change. Voilà. Hein, dans les anciennes éphémérides, on trouvait, où on trouve d'ailleurs toujours le pas de la Lune, hein, et donc le pas de chaque planète d'ailleurs. Ça peut être 11,40, mais ça peut être 13,50. Ils étaient capables de calculer tout ça. Ben oui, et en 15 jours, tu passes de 11,40 à 13,50. Donc, eux, c'était un des critères. Est-ce que la planète, elle est dans sa zone rapide? Donc plus dynamique. Voilà, ou lente, tu vois. Ben nous, on pourrait le savoir. Quand la Lune est conjointe à la Lune noire, c'est là où elle est à son apogée, donc elle est la plus lente. Quand elle est à l'opposé, c'est là où elle est la plus rapide. Donc toi, eux, ils n'avaient pas inventé la Lune noire, mais ils savaient déjà. Ils le savaient déjà, tu vois. Donc ça, c'était un critère. Alors, est-ce que la planète, elle est ce qu'on appelait matutinale? C'est-à-dire, est-ce qu'on la voyait avant le lever du soleil? Oui. Hein? Ou est-ce qu'elle était vespérale? C'est-à-dire qu'on la voyait après le coucher du soleil. Donc, oui, donc c'est ce que les humanistes ont appelé après Prométhée, Mercure et puis Prométhée. Donc ça, tu vois, ça c'était interprété. Hein? Est-ce que la planète était visible ou pas? Parce que le jour d'une nouvelle lune, hein, on ne voit pas la lune. Le jour d'une conjonction Soleil-Mercure. De regard d'ailleurs aussi. Là, c'était, oui, est-ce qu'elle est obscure? Est-ce qu'elle est invisible? Ou est-ce qu'elle est visible? Alors tout ça, c'était interprété. Tu vois. Donc, est-ce qu'elle est directe d'un jour sur l'autre? Est-ce qu'elle avance dans le zodiaque? Ou est-ce qu'elle est stationnaire, fait du surplace? Ou est-ce qu'elle recule? Donc, la première chose que faisait un astrologue, c'était de pointer toutes les notions astronomiques déjà, tu vois. Et puis après, est-ce que la planète est dans son signe? Là, Mars est en Scorpion. Dans domicile. Là, Mercure est en Poisson, donc ça ne va pas. Hein. Mercure, il est maître de la Vierge, il est exalté en Vierge. Là, il est en exil, dans sa chute et dans son exil. Tu vois. Donc, après, il y avait plus le niveau symbolique, si tu veux. Hein. Donc, il y avait beaucoup de considérations. Hein. Quelqu'un a publié un glossaire de tous les termes grecs. Combien, d'après toi, il y avait de termes dans le glossaire pour exprimer justement à la fois tout ce qui est astronomique, tout ce qui est psychologie, symbolique? Je sais pas, je dirais... 120. 120, ah oui. 120 termes.
Donc, si tu veux, ils avaient quand même une manière de prendre le thème. Ils avaient peu d'éléments, tu vois, deux luminaires et 5 planètes. Et puis après, l'ascendant. Mais uniquement à partir de ça, ils étaient capables après de décortiquer, tu vois. Alors moi, ce qui me frappe quand même, c'est que, peut-être que je me trompe, mais les planètes justement vespérales, tout ça, les rétrogradations, c'est beaucoup les humanistes qui ont remis ça au goût du jour, non? Parce que ça s'est un petit peu perdu à un moment. Non, mais, même les rétrogradations, il me semble qu'André Barbeau n'en tenait pas tellement non, compte. mais les vespérales, c'est uniquement pour Mercure et Vénus. Oui, oui. Tandis que les anciens, c'était aussi pour tout. Mars, pour Jupiter, pour Saturne. Donc Rudyard l'a fait uniquement pour Mercure et Vénus. Bon, les planètes stationnaires, c'est pas trop pris par les humanistes. C'est plutôt quand c'est rétrograde, si tu veux. Donc, les anciens avaient une notion du cycle qui n'est pas du tout la notion de Barbeau. C'était, si on prend un point de départ, mettons conjonction Soleil-Mars, donc là, on est en phase où la planète n'est pas visible. Et puis à un moment donné, elle devient visible. Mettons 8-12 degrés quand le Soleil s'écarte de Mars. Tu vois. Donc ça, c'était hyper important. À partir du moment où la planète est visible, elle est à son intensité maximum, pratiquement. C'est la force, c'est la puissance, c'est vraiment la vigueur. C'était vraiment... Oui, c'est de là qu'on dit que quand elles sont trop conjointes, elles sont combustes. Voilà. Donc ce qui était intéressant chez les anciens, c'était ce qu'ils appelaient la phase, qu'a donné le mot épiphanie. Phaino, ça veut dire apparaître. L'apparition, l'épiphanie, l'apparition de l'étoile. Donc, quand la planète apparaît, alors ça, chez les anciens, c'était un concept clé. Même chez les Égyptiens, quand apparaît Sirius, c'est le début de l'année, tu vois. Alors, chez les Grecs, c'était pareil. Quand apparaît une planète, c'était une chose fondamentale. C'était très positif. Alors après, tu as un moment donné où la planète, elle devient stationnaire. Donc là, il faut presque monter le thème du moment où la planète devient stationnaire. On devrait le faire, quand Mars est stationnaire, là, bientôt, monter le thème, tu vois, parce que pour eux, étudier cette configuration, c'était important. Alors après, la planète rétrograde, à un moment donné, elle est dans le cœur de la rétrogradation, c'est l'opposition Soleil-Mars. Donc on a déjà, premièrement, la conjonction, deuxièmement, l'apparition, troisièmement, le station, et encore, on peut subdiviser par la vitesse aussi, mais bon, si on prend les grandes comment dire, caractéristiques, on était à la station, après le cœur de la rétrogradation, le deuxième stationnement, où là la planète, avant de partir en direct, elle reste quand même un certain temps, et puis le mouvement direct, et puis la disparition, et puis la zone obscure. Donc ça, c'était une notion du cycle qui n'était pas géométrique, c'était pas comme nous, carré, trigone, c'était spécifique à chaque planète, parce que comme la planète Mars n'a pas le même éloignement que Saturne ou Jupiter, on n'a pas le même type d'aspect pour le stationnement, etc. Donc c'était, je dirais, des cycles que j'appelle moi soliplanétaires. Voilà. Mais il y avait une certaine vision cyclique qui était hyper importante, parce qu'en plus c'était relié aux éléments. La première phase était humide, après c'était chaud, sec, froid, etc. Donc chez Ptolémée, il y avait une sorte de, comment dire, de réunion entre tout ce qu'il avait appris chez Hippocrate, avec les tempéraments, tout ce qu'il avait appris chez Hipparque, avec l'astronomie, tout ce qu'il avait appris en philosophie, avec Aristote, Platon, les stoïciens. Donc plus on étudie Ptolémée, plus on voit qu'il y a une cohérence qui est absolument remarquable, que n'avait pas celui qui critique d'ailleurs, parce que Ptolémée critique ses contemporains. Il dit les contemporains, ils font un peu du n'importe quoi, mais il décide pas, il est gentil. Mais après, on arrive à savoir un peu qui c'est. Oui, alors des noms. Les contemporains, ils n'ont pas la notion astronomique. Donc ils calculent mal les thèmes déjà, ils calculent mal les directions primaires. C'était qui ces contemporains? Il y avait Vétus Valens. Oui, notamment Vétus Valens, dont les Américains parlent beaucoup, non? Ah oui. Ce qui est dommage, c'est au détriment. Alors les Américains, ils ont oublié Ptolémée, ils ont survalorisé Vétus Valens.
Parce qu'il y a des recettes dans Vétus Valens. Hein. Disons, il y a beaucoup d'exemples. Voilà. Alors que chez Ptolémée, il n'y a pas d'exemple. Ptolémée, il dit, il dit, vous êtes assez intelligent pour vous-même interpréter. Moi, je vous donne toutes les clés, hein, mais je ne vais pas entrer dans le détail, planète dans tel signe, planète dans tel aspect, combinaison. Oui, c'était pas justement d'astrologie à tiroir. Je ne vous fais pas de catalogue d'astrologie à tiroir. Sant'Agostini aurait aimé, hein, parce que je vous donne ce qu'est chaque planète, hein, sa caractéristique, chose sec, humide, je vous donne les signes, mais Ptolémée ne faisait pas signe par signe, lui c'était les croix. Hein. Et puis, oui, toujours cette idée quaternaire qu'on retrouve dans le Tétrabiblos. Voilà, hein, donc c'était toujours des globalités. Donc, alors les Américains, eux, ils adorent justement Vétus Valens qui lui donne tous les détails. Et puis bon, il a fait 1000 manières de prévoir, mais ils en ont gardé une qui s'appelle la libération zodiacale, bon, qu'ils ont mis sur ordinateur. La libération zodiacale, oui. C'est prometteur comme titre portant. Alors c'est des cycles dans les cycles. Hein. C'est une technique. Hein. Mais bon, Ptolémée, il a dit non, moi je ne peux pas prendre une technique qui n'a pas de base astronomique. Voilà. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant chez Ptolémée, c'est qu'il y a de la rigueur et surtout il y a de la méthode. Hein. Vous avez la même méthode pour interpréter n'importe quel sujet. Hein, il va vous dire, hein, le père, le significateur, c'est Soleil, Saturne. Mais une fois qu'on a trouvé le significateur, après on a la même méthode pour faire l'interprétation. Si vous prenez la mer, bon, vous allez partir d'un autre significateur. Hein, bon, ça va être la Lune si c'est la nuit, Vénus si c'est le jour. Mais une fois que vous partez de là, vous allez reprendre la même méthode que vous avez pris pour le père avec Soleil, Saturne. Et puis ça va être pareil pour les autres sujets, pour la vie professionnelle, pour la vie affective. Donc il nous a mis vraiment une méthode au point. Et donc, je la trouve dans le livre unique de l'astrologie, dans la traduction de Pascal Charvet. Ah oui, qui a vraiment fait une traduction géniale. D'accord. Moi j'ai vu 3 traductions. Il y a eu une première traduction littérale, une deuxième déjà améliorée en meilleur français, et puis la troisième qui, je dirais, qui est plus littéraire, plus staline. D'accord. Yves, tu nous as apporté un très beau zodiaque. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Ah bah oui, ça a été une des grandes joies de ma vie, hein, d'avoir ce zodiaque, de le trouver dans un livre et de pouvoir, je dirais, rencontrer la personne qui l'avait découvert. C'était un archéologue. Hein, Ce zodiaque, on l'a trouvé dans les Vosges. Il était au fond d'un puits. Dans les Vosges? Dans les Vosges, oui, à Grand. Oui. Un endroit qui était un peu comme Lourdes, un endroit où les gens venaient en pèlerinage. Ah, parce c'était une sorte de cure thermale. Quoi. Mais il y avait des astrologues à cet endroit-là. Hein. Et après, ça a été la période chrétienne. Eh bien, les chrétiens, eux, ils ont mis en 1000 morceaux de supports zodiacaux. En fait, il faut imaginer comme un jeu d'échecs. Donc, l'astrologue, il avait dans son petit sac, comme un jeu d'échecs, avec 8 genres de pions, où c'était chacune des planètes, plus l'ascendant. Et il disposait donc, selon le calcul qu'il faisait, les planètes dans les signes. Bon, à cette époque-là, on avait ce qu'on appelait la domification zodiacale, c'est-à-dire si tu mets l'ascendant en bélier, toute planète en taureau et en 2, on va prendre un autre, si tu as l'ascendant en balance, toute planète en 2 sera en scorpion, ça sera en scorpion, 3 sagittaire, etc. Donc à partir de ça, il pouvait faire son interprétation. Et ce qui est intéressant quand on regarde, je ne sais pas comment appeler ça, c'est même pas un document, quand on regarde cette pièce, ce diptyque en fait, parce que ça se pliait, on voit que si on est au centre, on a le soleil et la lune, et après on a les signes du zodiaque, et après on a 5 lettres grecques. 5 lettres grecques qui correspondent à des chiffres, parce que chez les Grecs, on ne met pas des chiffres. Par exemple, la 5e lettre, Aleph, alpha, bêta, gamma, delta, epsilon. Le epsilon, ça veut dire
le chiffre 5. Hein. Donc là, quand tu totalises, ça fait toujours 30, hein, les 5 lettres. Mais est-ce que ça ne correspond pas aux termes Voilà. égyptiens? Là, c'était les termes. Donc, il pouvait positionner la planète sur le bon terme. Et puis, après, tu avais, pour chaque signe, 3 figures. Hein, c'est les décans. Ouais. Et puis là, tu as les noms qui correspondent aux décans. Donc, ça, c'est intéressant, parce que chez Ptolémée, hein, on parle toujours des maîtrises. Donc, tu as la maîtrise par domiciliation, par exaltation. Mais aussi, tu as une maîtrise par terme. Et donc là, on a la preuve, justement, hein, qu'à cette époque, c'était bien utilisé. Hein, et puis bon, comment on explique que ça se soit perdu, pareil, comme plein d'autres choses parce que alors, les termes... Les décans, c'est encore dans le vocabulaire familier, mais personne... Mais grâce à l'astrologie des journaux, peut-être. Oui, c'est ça, mais personne ne les c'est... utilise. Est-ce que toi-même, tu les utilises, toi, les décans et les termes? Non. Alors, pour répondre à ta question, les termes, ils ont été abandonnés par Morin de Villefranche au XVIIe siècle. Donc, parce que il y a une période qui est extraordinaire, c'est, on va dire, entre Ptolémée et le XVIIe siècle, grosso modo, c'est la même astrologie. Hein, c'est ce qu'on appelle maintenant l'astrologie classique. Et il y a une rupture à partir du XVIIe où on est devenu, je dirais, cartésien. D'ailleurs, Morin de Villefranche avait une correspondance avec Descartes. Hein. Et alors lui, il a fait son tri. Il ne comprenait plus les termes, hop, au panier. Il ne comprenait plus les décans, au panier. Parce qu'il y avait 5 maîtrises. Hein. Alors l'autre, la triplicité, ça ne correspondait pas pour lui. Alors il a modifié. Donc il a transformé la triplicité. Tu peux me rappeler ce que c'est la triplicité? Disons que ça, c'était pas Vétus Valens hein, qui avait développé ça, c'était Dorothée de Sidon. Hein. C'était un lien hein, entre justement les planètes diurnes et les planètes nocturnes. Donc les signes de feu, par exemple, hein, parce que Ptolémée, il ne parlait pas trop des signes de feu, d'eau et de terre, mais Dorothée de Sidon, avec cette notion de triplicité, tu vois, les planètes diurnes étaient dans les signes, on pourrait dire, masculins, hein, donc les signes de feu et les signes d'air. Mmh. Les planètes nocturnes étaient dans les signes de terre et d'eau. Donc, tu pouvais avoir des dominantes, justement, hein, selon les triplicités, tout un système de triplicité que Ptolémée développe, hein, reprend. Hein. Mais je dirais que... chez Morin, hein, ça n'allait pas de mettre Saturne dans les signes de feu. Donc, hop, éjecter Saturne. Hein. Donc, il a refait les triplicités, ce qui fait que ça devient un doublon de la domiciliation, ou surtout de la domiciliation. Donc, à partir de Morin, je dirais, il ne reste plus que 2 maîtrises sur 5. Apparemment 3, mais en réalité, on va dire 2. Donc lui... il a modifié les choses, chacun a le droit. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que toute l'astrologie qu'on a redécouvert à la fin du 19e, ce n'est pas l'astrologie de Ptolémée. C'est l'astrologie de Morin. C'est l'astrologie de Morin de Villefranche, hein, à travers des gens comme Selva, Hierose, surtout Selva. Hein. Donc, puis Barbeau était très Selva. Donc, les termes, puisque personne n'en parlait depuis... à part, Morin de Villefranche les avait exclus, personne n'était revenu là-dessus. Donc l'astrologie s'est complètement transformée de ce côté-là. Alors justement, à ce propos, ce qui est intéressant, donc on sait de quand date ce... On va dire du 2e siècle après Jésus-Christ, hein, du temps de Ptolémée, c'est ça qui est intéressant. C'est fou. Les chrétiens existaient déjà, puisque c'est eux qui... à un moment donné, hein, on jetait ça au fond du puits. C'était pas en 1000 morceaux, mais au moins en 188 morceaux, les deux. Alors il a fallu un travail extraordinaire pour arriver à recoller. C'est pour ça qu'il y en a qui manquent. Hein, oui, bien sûr. On les voit, les lignes. Hein, c'est un vrai puzzle. Hein, mais bon, comme il y avait... Ce qui est intéressant, c'est que c'est... C'est circulaire. Voilà. Alors que nous, on dit les anciens, c'est les thèmes carrés. Ben justement, mais ça, c'était donc, c'est venu au moment de la Renaissance avec Morin de
Ah oui, hein, d'accord. parce que vraisemblablement, les chrétiens, parce que les Byzantins, ils étaient comme les orthodoxes, hein, ils étaient à la fois, je dirais, ouverts à l'astrologie, mais chrétiens. Hein, et je ne sais pas si tu as lu, par exemple, le dernier livre de l'Évangile, hein, l'Apocalypse, hein, la cité sainte, hein, c'est justement un grand carré, si tu veux. Tu as 12 portes, 12, etc. Tout est dans le 12. Donc, ils ont reformaté à l'époque les thèmes selon le 12, selon une structure carrée. Voilà. Alors qu'on voit que du temps de Ptolémée, c'était beaucoup plus circulaire. Voilà. Bon, est-ce que les Byzantins ont fait? Bon, ben, ça s'est transmis. Hein, les Arabes ont continué, la Renaissance, pareil. Et puis nous, on a gardé le carré on va dire, jusqu'à Chouinard. Ça fait à peu près un siècle qu'on a arrêté de faire les thèmes en carré. Hein. Bon, alors toi, Yves, Ptolémée, évidemment, tu es un grand connaisseur, hein, mais bon, j'entends quelques critiques vis-à-vis de Morin de Villefranche, et pourtant, tu invites Pepa Sanchis, qui est une grande spécialiste. Je sais que tu animes aussi des colloques et des congrès sur l'astrologie. Moi, j'ai un côté ethnologue, hein. Donc, j'oublie des fois que je suis astrologue. Alors, quand on a la chance d'avoir une personne qui a découvert l'astrologie à travers Morin de Villefranche, parce que c'est une latiniste, et puis elle est tombée un jour sur les textes de Morin de Villefranche, et ça l'a intéressée d'aller voir de plus près. Et puis, comme elle connaissait bien le latin, bon, bah, elle devait avoir quand même un intérêt pour le côté cosmique. Donc, elle s'est lancée dans l'étude, hein, de Morin de Villefranche. Et puis, bon, bah, elle a été en contact avec des astrologues. Donc, mais pour moi, ce qui est intéressant, elle n'est pas entrée dans l'astrologie avec Ptolémée, elle n'est pas entrée avec Rudyard, elle n'est pas entrée avec Barbeau, elle est rentrée avec Morin. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait à garder de Morin de Villefranche? Bah, elle va peut-être nous le dire. Parce que là, dimanche, elle va nous faire un séminaire pendant 6 heures, hein, où elle va nous montrer justement le lien des planètes dans les maisons, hein, selon les maîtrises. Parce que, oui, parce que les maisons, ça reste un peu un mystère aussi, d'où ça vient. Donc, pour le côté pratique, si on veut entendre cette conférence, on pourra la trouver sur ton site. Ah non, on la trouvera. On pourra sans doute acheter le replay sur le site d'une nouvelle association qui s'appelle Astrocéane. Parce que, en fait, quand j'ai donné une série sur Ptolémée, après j'ai dit à mes élèves, pas forcément mes élèves, mais ceux qui assistaient au séminaire, ça y est, maintenant j'ai terminé, j'arrête. Ils ont dit, ah ben non, il faut continuer. Oui, donc il y a donc on a commencé de manière un peu informelle. On a fait venir Christiane Nastri sur l'astrocartographie, c'était passionnant. Et puis, ils ont voulu que ça continue, mais bon, pour des raisons, je dirais, économiques, hein, il a fallu qu'on se mette en association. Donc l'association Océane, quels sont un peu les fondements, enfin la ligne directrice? La ligne, c'est de faire parler des gens, des astrologues, qui ont justement une bonne connaissance, hein, d'une astrologie, je dirais, sérieuse. Ben, ça peut être varié. Hein. L'astrocartographie, je ne connaissais pas, donc j'étais content. Donc pas forcément ni ancienne. De voir Christiane Nastri, qui est née dans l'astrocartographie. Moi, j'aime bien les gens qui naissent dans une approche de l'astrologie, parce qu'au moins, ils l'ont toujours vécu pendant des années et des années, ils l'ont expérimenté. En fait, c'est ça. Moi, je pense que j'aime beaucoup les gens qui expérimentent, que ce soit l'astrologie ancienne, comme Beza, que ce soit l'astrologie moderne comme Barbeau, hein, que ce soit l'astrologie cartographique comme Christiane Nastri. Hein. Et là, si on a fait venir Pepa, là, c'est parce qu'elle, c'était l'astrologie de Morin de Villefranche. Hein, même si Beza n'aime pas Morin de Villefranche, oui, il a sa place quand même. Moi, je veux me faire une idée par toi-même. Par quelqu'un qui l'a vécu. Voilà. Hein, parce qu'un changement, on ne sait jamais. Hein, si c'est bon ou si c'est mauvais. Hein. Est-ce que Morin a le droit ou pas de changer?
Est-ce que c'est intéressant? Ça peut être très bien, hein, son changement. C'est peut-être très bien d'abandonner les termes, tu vois, j'en sais rien, moi. Et en ce qui concerne les étoiles fixes, tu les utilises? Bah, c'est pas trop dans l'astro moderne, hein, les étoiles fixes. Oui. Alors, et toi, dans ta mais Ptolémée, il en tenait compte. Hein, il en tenait compte dans certains cas de figure, notamment... Parce qu'il y a un regain d'intérêt pour les étoiles fixes actuellement. Oui, je sais. Hein, il en tenait compte quand la planète, elle était à l'ascendant, hein, pour décrire le caractère. Hein, il donnait de l'importance aux angles, etc. Alors bon, moi j'ai pas d'idée, hein, mais ce qui m'intéresse, c'est de temps en temps de faire des expériences. Alors malheureusement, je fais pas beaucoup de thèmes écrits, mais un jour, j'ai dû faire un thème écrit pour un chercheur en musique grecque avec qui j'ai eu à travailler. Et il m'a dit, bah, fais-moi mon thème. Bon, bah, moi je me suis exécuté, hein, donc j'ai fait ce thème de ce grand traducteur d'Homère, en fait. Hein, et je savais que ce traducteur d'Homère, il cherchait un instrument de musique qui soit celui que Homère utilisait. Parce que Homère, il s'accompagnait toujours quand il chantait ses textes, parce qu'en fait, l'Iliade et l'Odyssée, c'était vraiment de la poésie chantée et même dansée. Donc, on sait que Homère, ou n'importe quelle personne qui traduisait, qui chantait Homère, hein, comme Démodocos par exemple, on sait qu'il s'accompagnait toujours avec une lyre. Alors, la grande surprise que j'ai eue, c'est que quand j'ai monté le thème, hein, de ce grand traducteur d'Homère, j'ai eu la belle surprise de voir qu'il avait Vega de la lyre au milieu du ciel. Waouh! Alors je me suis dit, bah, peut-être qu'il y a à voir avec, avec les étoiles. Alors il y a une grande spécialiste, hein, qui s'appelle Bernadette Brady, oui, hein, qui a fait un livre superbe. Je crois que c'est une Australienne, hein, elle a fait un livre superbe sur les étoiles. Et donc ça fait partie des choses que je vais regarder. Mais bon, pour le moment, j'utilise pas. Mais bon... Alors, l'astrologie de demain, pour toi, ce serait concilier l'ancienne avec la moderne? Bah, disons que c'est ce que je fais déjà. Hein. Ouais. Moi, je suis à 100% moderne. Si tu avais des conseils à donner à de jeunes astrologues? D'abord, c'est d'étudier l'astrologie ancienne, et je pense que c'est l'étude de l'astrologie ancienne qui va permettre aux astrologues de progresser et de se rassembler. Parce qu'en France, il y a un émiettement de l'astrologie qui est extraordinaire. Mais ce qu'on voit, c'est que la plupart des astrologues ne connaissent pas leurs racines, leurs bases. Si au moins tout le monde connaissait ses racines, il y aurait un point commun. Et puis chacun, après, pourrait retransformer son optique, hein, son approche, son courant. Voilà. Donc je pense que l'étude de l'astrologie ancienne, pour moi, c'est fondamental. Hein, c'est la base. Ce serait, on dit qu'on est entré dans l'ère du Verseau, en tout cas Pluton va rentrer dans le Verseau, enfin ouais, a fait des incursions déjà, et c'est vrai qu'on a tendance à oublier que le Verseau, on voit toujours la modernité, les temps futurs avec Uranus, mais on a tendance à oublier que c'est Saturne aussi, et que peut-être que pour aller de l'avant, il faut... Là, je crois beaucoup que la nouvelle configuration, là, Uranus va être en trigone de Pluton. Donc Pluton, c'est ce qui est le plus archaïque, hein, le plus ancien, voilà. Pluton va être en sextile de Saturne. Voilà. Donc il va y avoir une belle figure entre tout ce qui est le plus moderne, hein, Uranus, et puis ce qui est ancien, Saturne et Pluton. Donc moi, je pense que le point commun de tout le monde, c'est que tout le monde peut expérimenter. On peut aussi bien expérimenter ce qui est moderne que ce qui est ancien. Hein. Moi, je pense qu'on n'est pas forcé de garder tout ce qui est ancien, hein, parce que c'était adapté à une époque, à une philosophie. Hein. Mais ce qui est moderne, il faut aussi l'expérimenter, parce que bon, moi je vois tout de suite, hein, dès qu'il y a une nouvelle planète de découvert, allez hop, on met plein de choses. Ouais, hein, sur Chiron, on va vous mettre 1000 choses, hein, sur la Lune Noire à une époque, c'était 1000 choses. Personne n'expérimente. Ouais. Et puis il faut du recul aussi, c'est vrai. Voilà, moi je suis toujours au départ sceptique parce que j'attends l'étude sur la Lune Noire, j'attends l'étude sur Chiron avec des cas. Bon, moi je ne suis pas contre, mais
L'ancien a l'avantage d'avoir été expérimenté par des générations et des générations. Hein, si tu comptes le nombre de générations entre Ptolémée et puis Juntan de Florence, tous ceux qui étaient avant Morin de Villefranche, sur 15 siècles, si tu comptes 3-4 générations par siècle, tu as 40 générations d'astrologues qui ont expérimenté des choses. On ne peut pas... Oui, le balayer d'un revers de la main. Balayer d'un revers de la main ce que 40 générations ont expérimenté. Pour moi, le passé a quand même de la valeur. Donc, il faut garder. Pour te donner un exemple, les aspects, quand on dit un sextile à 4 degrés, un carré à 6, un trigone à 8, une conjonction à 10, tu sais quand ça a été inventé? Non. 1917. C'est pas vrai. Oui. Avant, ça a à peine un siècle. Avant, quel que soit l'aspect, c'était le même orbe. Oui, il prenait les signes, en fait. Il prenait selon les planètes, en fait. Mais, comment dire, tu avais, quel que soit, tu avais toujours un sextile à 10 degrés. Tu vois. Un sextile à 10 degrés. Ah oui, parce que les anciens, ils prenaient ce qu'on appelait les orbes. Le mot orbe, d'ailleurs, c'est la lumière de chaque planète. C'est l'aura de chaque planète. Tu vois. Donc, quand c'était le Soleil, on prenait 16 degrés. Si c'était Mars, on prenait, mettons, 9 degrés et on faisait la moyenne. Tu vois. Donc, entre 16 et 9, 25, tu divises par 2, 12 degrés. Tout aspect qui avait 12 degrés, tu vois, que ce soit un carré, un sextile, un trigone, c'était pris. Tu vois. Quel scoop! C'est la première fois. Ah bah oui, ça. Mais quand tu connais un peu l'histoire, ça te permet de relativiser certaines choses. Ouais. Et moi, j'ai souvent entendu des Joël de Gravelaine et compagnie dire « Ah, ben ce sextile, il faut l'élargir, tu vois. » Donc, dans la pratique, tu te permets des fois des choses, parce que tu sens bien qu'il y a un lien entre les deux, tu vois. Mais les anciens, c'était automatique, tu vois, parce que on a quantifié l'astrologie, tu vois, pourquoi est-ce que tout d'un coup, on s'est dit, conjonction-opposition, on met 12, puis le trigone, c'est 2 tiers, on met 8, le carré, c'est... Mais oui, c'est vrai, je me suis toujours demandé... C'est 6, tu vois, c'est Jules Evenot en France qui a lancé ça. C'était purement mathématique, c'était purement, je dirais, de la petite cuisine. C'était du quantitatif, alors que l'astrologie est qualitative, tu vois. Donc, moi, par exemple, depuis que j'ai découvert ça, je fais les orbes à l'ancienne, tu vois. Je ne suis plus du tout dans le Barbeau qui a repris... oui, parce qu'on est toujours en train de se demander, c'est celui qui avait lancé ça en 1917, tu vois. Autre chose, par exemple, quand tu as une description d'un signe, cette description, elle s'applique à quoi dans la tradition? Chez les anciens, c'était le signe ascendant. Alors, quand tu avais une description du taureau, sous-entendu, quand tu es ascendant taureau, tu as Gémeaux en maison 2, tu as Cancer en maison 3. Donc, ta description du taureau, elle englobait, si tu veux, tout le cycle, en fait. Tu vois. Et puis, à partir de quand on s'est mis à décrire un signe, comme maintenant, je te donne en 1917 1930. Ah Tu vois, tu prends Chouinard, il fait encore justement les descriptions selon l'ascendant. Donc c'est à partir de 1930 que c'est le soleil qui devient important. Avant, c'était l'ascendant. Donc nous, on fait ce qu'on appelle une sorte d'astrologie solaire. Quand tu vois qu'à la même époque, tu as les horoscopes des journaux qui débarquent des États-Unis, 1930, comme dit Morin, là c'est l'astrologie de masse avec les horoscopes des journaux. D'ailleurs, c'est la découverte de Pluton, 1930. Et c'est la découverte de Pluton, qui est très lié d'ailleurs à tout ce qui est masse. Donc cette astrologie des signes du zodiaque, là, par le soleil... Ça n'a même pas 100 ans. Ça n'a même pas 100 ans, tu vois. Donc, connaître l'histoire de l'astrologie, si tu veux, ça permet de relativiser, tu vois. De relativiser, puis de comprendre de montrer l'importance. On fait les choses Alors, le mot ascendant, tu sais comment ça se dit en grec? Tu vas nous le dire. Horoscopos, horoscope. Donc c'est bien. Tu vois, le mot horoscope, ça veut dire ascendant. Et maintenant, c'est devenu
Ouais. Signe solaire, alors là, tu vois, c'est la preuve par 9, tu vois. Qu'on est passé d'une astrologie quotidienne, avec l'ascendant, c'est le cycle des maisons, à une astrologie solaire, qui est le cycle annuel. Tu vois. On est passé du jour comme base, comme référence, à l'année. Et on est devenu de plus en plus individualiste d'ailleurs. En prime. Voilà. Oui, ça c'est autre chose. Mais, non, mais je veux dire le soleil, l'ego. En tout cas, si tu veux, moi ce qui m'intéresse, c'est de connaître l'astrologie de son début. On peut remonter aux Babyloniens et aux Égyptiens, jusqu'à maintenant, et même de faire avancer l'astrologie. Moi j'ai fait l'astrologie des groupes, qui est ni individuelle ni collective, mais moi je suis aussi un moderniste. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de comprendre comment une notion est née, s'est développée, transformée, et puis d'essayer d'en faire mon miel, de prendre le meilleur de tout ça. Donc c'est pas facile, parce qu'il faut... Mais c'est ce qu'a fait Beza, de travailler justement toutes ces notions de l'astrologie ancienne, et c'est pour ça que j'ai voulu lui rendre hommage là au mois de juin, parce que il est mort il y a 10 ans et il n'est pas connu en France, alors que lui, il a fait un travail phénoménal. Je vais renvoyer nos spectateurs et auditeurs à ton site. Voilà, Ah oui, alors comme j'ai fait toute une série, j'ai fait des soirées Ptolémée, 10 soirées Ptolémée, et puis pour l'Isard, j'ai dû faire une conférence qui n'a malheureusement pas été enregistrée, ou mal enregistré. Mais on sur YouTube. Mais moi, j'ai recommencé. Voilà, j'ai refait ma conférence de l'Isard. Et celle-là, elle a été bien enregistrée. Je l'ai mise sur mon site. Donc là, c'est un peu un condensé de ce que j'avais pu dire en 10 soirées qui étaient développées. Voilà, non, mais ton site est très riche et très bien fait d'ailleurs. Et donc, on trouve tout. Mais il n'y a qu'une seule visio, comment dire, de moi en tout cas. C'est sur YouTube, là, c'est celle sur Ptolémée. Sur Ptolémée. Et puis après, il y a eu de bonnes discussions, notamment avec Marie-Laure Colonna, qui avait bien apprécié, qui a apporté des choses. Voilà. C'était vraiment, pour moi, une très belle expérience de pouvoir échanger avec des personnes compétentes. Un mot de la fin, Yves, pour clore ce cycle d'entretien. Je vous avais dit que l'astrologie était cosmique. Moi, ça a été mon mantra d'une certaine manière. Je le ressentais avant de l'avoir expérimenté dans Ptolémée. Et vraiment, Ptolémée, pour moi, c'est vraiment la boucle est bouclée. Celui qui était philosophe, mais pas uniquement spéculatif. Il vivait la philosophie, mais en même temps, il envoyait, je dirais, toutes les branches pratiques comme l'astronomie, l'optique, la géographie, la musique. Et puis, l'astrologie faisait partie de la culture des anciens. Donc, comme chaque fois qu'il faisait un travail, il reliait aux autres, il relie la musique à la philosophie, à l'astrologie. Chez lui, tout se tient. Mais pour comprendre Ptolémée, astrologue, il faut aller lire Ptolémée musicien, il faut aller lire Ptolémée philosophe. C'est le fameux quadrevie. Il faut aller lire Ptolémée astronome. Déjà, les anciens, ils avaient non seulement le quadrivium, mais aussi le trivium. On était d'abord dans le trivium. Il fallait apprendre les lettres, la rhétorique, la grammaire. Et une fois qu'on connaissait les lettres, on apprenait les sciences. Alors, dans les sciences, il y avait l'arithmétique, la géométrie, la musique. La musique, c'était une science. Et l'astronomie, astrologie. Alors, quand vous connaissiez les arts libéraux, trivium, quadrivium, c'est les arts libéraux, à ce moment-là, vous aviez le choix entre 3 choses. Lesquelles, d'après toi? L'astrologie, la médecine. Alors, médecine. Oui, médecine. Non, l'astrologie, on l'avait déjà. Oui, médecine. Le droit. Et la théologie. Ah, ça venait, ouais. Donc, tout théologien, tout médecin, tout, qu'est-ce que j'oublie, tout juriste, connaissait les arts libéraux, c'est-à-dire connaissait les lettres et les sciences. Alors que nous, on est soit dans une fac de lettres, soit dans une fac de sciences. C'est très rare. On a perdu l'unité. Alors, on est contraire à ce qu'on dit quand on parle d'université. Qu'est-ce que veut dire université? Tourner vers l'unité. Sauf qu'il y a 88 branches. L'autre jour, j'ai regardé.
hein. Il y a 88 disciplines universitaires. Alors que chez les Grecs, au Moyen-Âge, il y avait le quadrium, le trivium qui faisaient une unité. Donc, normalement, hein, quand on étudie l'astrologie ancienne, on est dans un autre monde. On n'est plus dans les 88 disciplines. On est dans ce monde où tout est cohérent, tout est interconnecté. Et il ne faut pas faire uniquement une astrologie, je dirais, trop délimitée. Il faut faire une astrologie ouverte. Et c'est pour ça que Ptolémée, il ne voulait pas nous donner des recettes. Des recettes toutes faites. Lisez la philosophie, lisez la musique, lisez, et puis après, comme ça, vous serez en mesure de bien interpréter un thème. Moi, je vous donne les clés. Voilà. Donc, c'est la chance que j'ai eue, en m'intéressant à Ptolémée depuis 50 ans, de voir le côté cosmique de l'astrologie. Eh bien, déjà, un grand bravo pour ce parcours. J'ai eu la chance de rencontrer des astrologues qui m'ont aidé, qui m'ont, poussé à faire l'astrologie. Oui, tu as été les chercher aussi. Et je ne le regrette pas, parce que c'était toujours une expérience, des rencontres surtout. Moi, d'avoir rencontré Barbeau, d'avoir rencontré Nicolas, d'avoir rencontré Bedza, et puis tant d'autres, je dirais, c'est une grâce dans une vie, dès la jeunesse, de rencontrer des personnes qui ont une foi en l'astrologie. Pour moi, ça a été extraordinaire. Et puis j'essaye de le retransmettre. Un grand merci, Yves. Et merci à toi de vouloir diffuser la pensée des astrologues. Donc, écoute, je trouve ça passionnant et remettre aussi un petit peu les choses dans leur contexte. Et oui, c'est bien de voir ce que chaque astrologue peut apporter. Voilà. Merci, Yves.